Et salut à tous, c'est Jody des livres de la crypte. Aujourd'hui, on se retrouve dans un contexte très différent d'habitude, comme vous pouvez le constater. Il n'y a pas de bibliothèque derrière moi, c'est blanc immaculé, avec la petite lumière du soleil. Et c'est parce que, comme je vous l'avais dit dans mes précédentes vidéos, je suis dans un contexte de déménagement, ce qui fait que vous vous en doutez, tout n'est pas encore prêt, tout n'est pas encore en place, et donc par conséquent, vous retrouverez ces décors un petit peu différents dans les prochaines vidéos. J'espère que cela en tout cas ne va pas vous déranger. Pour cette vidéo-ci, j'ai un giga update à vous faire, puisqu'évidemment, comme je n'ai pas nécessairement eu le temps de filmer dernièrement à cause de tout ce branle-bas de combat, entre guillemets, du coup, j'ai lu énormément de livres et je n'ai pas pu vous les présenter. Donc on va commencer de ce pas, nous n'allons pas perdre plus de temps, et je vais vous présenter du coup les lectures que j'ai effectuées dernièrement. Parmi ces lectures se trouve Abarat de Clive Barker. C'est l'une de mes dernières lectures de l'année 2021 et c'est d'ailleurs un gigantesque coup de cœur. On nous raconte tout simplement l'histoire d'une jeune fille qui s'ennuie énormément dans sa petite ville de Chicken Town, et donc du coup c'est Candy, le nom de cette jeune fille. Et donc du coup cette jeune fille, un beau jour, complètement par hasard, on est un peu dans un concept si vous voulez à la Narnia ou dans tous ces univers-là, ben, cette jeune fille, un beau jour par hasard, elle va se retrouver dans le royaume magique d'Abarat, un royaume composé d'archipels, toutes plus différentes les unes que les autres, mais qui constituent des heures, sans trop vous expliquer tout ce monde voilà, un petit peu étrange. Et donc cette jeune fille va vivre de curieuses péripéties et va apprendre finalement que quelque part, elle est presque une sorte de... On va dire, elle est presque l'incarnation d'une sorte de prophétie dans ce monde-là. Et c'est fascinant, c'est excellent. Et puis en plus, ce qui est génial, c'est que Abarat est constitué d'illustrations de Clive Barker lui-même. Des illustrations qui sont absolument magnifiques. Franchement, c'est un régal pour les yeux. Et on est dans un univers young adulte, c'est ce qui me faisait peur au début, mais pas un univers young adulte innocent, hein. Vous allez voir des morts dans ce livre, vous allez voir des scènes qui sont quand même un petit peu choquantes, voilà. On n'est pas dans du young adulte voilà, qui prend doucement et qui est mignon, voilà, c'est pas du tout ça. Et vraiment, j'ai adoré cette lecture, qui plus est, je suis difficile avec la fantasy, et pourtant, ce bouquin de fantasy ne m'a pas perdu, c'était super. Voilà. Si vous avez d'ailleurs d'autres livres de fantasy un peu sympatoches et pas trop complexes, en tout cas dans ce style-là, mais néanmoins avec un univers profond, n'hésitez pas à me faire des recommandations, ça m'intéresse. Le prochain livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de L'Ogre, tome 3 de Louis de Maubois, ou L'Ogre partie 3 plutôt de Louis de Maubois. C'était une excellente lecture, une excellente lecture. Voilà, c'était excellent. C'était excellent. C'était excellent. J'ai adoré le tome 1, j'ai adoré le tome 2, et j'ai kiffé le tome 3. Le tome 3 est génial. Il est assez compliqué pour moi de vous résumer ça parce que j'ai pas envie de vous spoiler non plus. Mais le tome 3 est juste génial, enfin, riche, complexe et en même temps tellement puissant. Il y a énormément de rebondissements, ce qui fait qu'on ne s'ennuie jamais. On va continuer à suivre le personnage de Corentin pour ceux qui connaîtraient la saga. On va continuer à suivre le personnage de Corentin dans sa déchéance totale et on va suivre sa femme et voilà, en particulier leur enfant. C'est très glauque, c'est très malsain. Gros trigger warning pour les gens qui sont sensibles, parce que là vraiment c'est un roman qui est extrêmement glauque. Mais alors glauque, mais de chez glauque. Il y a des scènes, mais genre moi des fois il y a tellement d'injustice que t'es en colère quand tu le livres, hein. C'est à ce point là quoi. C'est que c'est tellement injuste que t'en ressens de la colère quand tu lis le bouquin. Donc franchement, si vous aimez pas l'injustice, ou si vous êtes très sensible, ne lisez pas ce livre parce que vraiment c'est atroce. C'est atroce. Il y a des scènes atroces dans ce livre. Enfin moi en tout cas personnellement qui m'ont touché. On a tous notre sensibilité comme je vous l'ai dit en tant que lecteur. Mais alors là vraiment, oh my god. Mais c'était un excellent tome 3 que je vous conseille vivement. Voilà, et je vous conseille en règle générale toute la saga de l'ogre. Trigger warning effectivement, puisque là on va parler quand même de pédophilie et de violence sur les enfants, donc gros trigger warning, hein. Mais une saga que je vous conseille si vous aimez les thrillers, voilà, les romans où les événements s'enchaînent, où on ne s'ennuie jamais, voilà, je vous le conseille vivement. Autre lecture que j'ai faite dernièrement, et là on passe à un tout autre registre, hein, vraiment. Il s'agit de La Nuit de Elie Wiesel. C'était une lecture excellente, et là une lecture un petit peu différente. On va raconter l'histoire justement de Elie. Et Elie, en fait, c'est un jeune homme qui a fini dans les camps d'Auschwitz, voilà, à l'époque. Et il va nous raconter en fait ce déchirement, cet instant où il a senti justement qu'il allait finir dans ces camps de concentration et sa vie quotidienne au sein de ces camps.
C'est une histoire qui est très difficile, mais qui, à mon sens, est importante pour le devoir de mémoire déjà, et pour se rendre compte, en fait, que ben, ça a vraiment existé. Et c'est ça qui est d'autant plus affreux quand on lit cet ouvrage, c'est qu'on lit des horreurs, hein, tout bonnement, et on se dit, putain, mais ça s'est vraiment passé. Et cet homme-là nous raconte son histoire, donc voilà, on est clairement dans un récit autobiographique, et c'est très dur, c'est très touchant aussi. Et pourtant très simple, c'est très paradoxal. On rentre pas dans des grandes fioritures en termes enfin, de stylistique, entre guillemets, dans les mots, mais c'est un récit qui est très, très, très bouleversant. Très, c'est dit simplement, mais c'est très bouleversant. Et j'ai trouvé la relation qu'Ellie entretient avec son père très touchante au sein de ce récit. Donc vraiment, c'est un récit que je vous conseille, même si c'est pas, c'est pas toujours facile à lire. Voilà, les récits qui nous parlent de la Seconde Guerre et qui nous parlent des camps de concentration. C'est pas toujours très très facile à lire. L'un des prochains récits que j'aimerais lire sur ce thème-là, et c'est un classique, hein, vous allez être choqués de savoir que je ne l'ai pas lu, mais c'est Si c'est un homme de Primo Levi que j'ai très envie de lire. Donc je pense que ça sera un des prochains que je lirai sur ce thème, quoi, parce que je trouve que c'est important. Voilà, ce sont des récits que je trouve importants et intéressants. Alors, prochaine lecture dont je dois vous parler, il s'agit de Terne de Loana O'Haro. Dans Terne, alors moi j'ai adoré cette histoire. J'ai adoré cette histoire pour commencer. Vous le savez, je vous ai déjà parlé de Loana O'Haro sur cette chaîne et je vous en ai parlé en bien puisque c'est une autrice que j'aime énormément et je trouve une autrice singulière. Voilà, elle a une plume singulière. Vous savez quand vous lisez du Loana O'Haro, vous le savez. Ça vous percute de plein fouet. Ça peut être choquant, ça peut être trash, ça peut être violent, mais et pour autant, putain, ça te percute d'une façon tellement particulière en tant que lecteur. Moi, je trouve que Loana O'Haro a une plume vraiment incroyable. Et ça a été le cas également dans Terne. Terne, c'était un récit qui, moi, personnellement, m'intriguait énormément. On va nous raconter l'histoire d'un homme. Et dès le début du récit, on sent que cet homme, il a un traumatisme, il y a quelque chose qui ne va pas. Cet homme se noie dans des paradis artificiels, il est extrêmement malheureux. On sent un réel mal-être voilà, chez cet homme. Et au fur et à mesure que le récit va avancer, on va se rendre compte pardon, de ce qui lui est arrivé. On va voir ce qui lui est arrivé, on va savoir ce qui lui est arrivé. Et on va comprendre que cet homme est finalement rempli d'un désir de vengeance. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus car ce récit est extrêmement court, mais c'est un récit que moi j'ai adoré. Choquant là aussi, hein, attention, hein, voilà, c'est assez drôle. J'ai une chaîne de littérature d'horreur, mais je précise toujours les trigger warnings parce qu'à mon sens, oui, on peut lire de l'horreur et être sensible à certains sujets. Donc voilà, trigger warning ici, puisqu'il y a beaucoup de violence dans ce récit quand même. Mais vraiment excellent, excellent. Une lecture que j'ai bouffée en très peu de temps. J'ai trouvé ça génial. Et je vous le conseille vraiment. Autre lecture que j'ai faite dernièrement, Le Recueil Maudit. Voilà, j'ai lu Le Recueil Maudit. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une initiative de Dave Turcotte-Lafont, qui est un auteur québécois. Et cet auteur, du coup, a eu l'initiative. euh, donc cet auteur a eu l'initiative, en fait, de réunir tout un tas d'auteurs d'horreur très talentueux dans un recueil afin de créer un recueil de nouvelles d'horreur qui, du coup, enfin, dont les fonds, du coup, sont reversés à une association. Ici, une association pour les handicapés. Et je trouve que c'est juste un concept absolument génial, absolument incroyable. D'ailleurs, cette année, il va renouveler la chose, ce coup-ci pour une association contre les violences faites aux femmes, parce que je trouve ça génial, voilà. Contre les violences conjugales, me semble-t-il même, je trouve ça génial, voilà, je trouve ça super. Ce sont des superbes initiatives, et d'autant plus, voilà, puisque je vous en parle, puisque je l'ai lu, c'était un recueil excellent, et je ne dis pas ça, je ne dis pas ça de façon hypocrite, je ne dis pas ça, voilà. Vous savez que j'ai toujours été sincère avec vous sur cette chaîne, quand je n'aime pas, je n'aime pas, quand j'aime bien, j'aime bien. Là, vraiment, il n'y avait pas une nouvelle à jeter dans ce recueil. J'ai trouvé ça génial, je me suis éclatée. Je me suis éclatée. Et pourtant, c'est un recueil fourni. Moi, je ne m'attendais pas à ça parce que, putain, pour le prix, le recueil est excessivement épais. C'est dommage d'ailleurs que je n'ai pas mes livres sous la main. J'aurais pu vous le montrer en matériel. Hélas, je ne le peux pas au vu des circonstances. Mais c'est un recueil qui est extrêmement épais pour son prix et qui est d'une qualité absolument. Enfin, c'est génial, quoi. Là, autant vous dire que je me languis. Je crois qu'il sort en novembre, le recueil Maudit 2. Et je me languis de l'avoir
parce que vraiment, ah putain, je sais que je vais me régaler. Et en plus, il y a Patrick Sénécal dans le Recueil Maudit 2, ce qui réveille bien évidemment la fangirl qui est en moi. Vous le savez. Voilà, c'est dit, c'est dit. Une excellente lecture en tout cas, si vous aimez les nouvelles horrifiques. Et là, vraiment, on part dans tous les domaines, hein. Vous avez de tout. Vous avez de tout. Et voilà, si vous avez envie de vous éclater à lire des petites nouvelles d'horreur hyper sympathiques, bah allez-y, quoi, foncez. Autre lecture que j'ai effectuée dernièrement, c'est... Alors là, ouf, alors je ne vous ai fait que des critiques dithyrambiques depuis le début de ce giga update. Il serait... Ah, écoutez, il faut bien qu'on passe dans l'autre versant à un moment donné. Il s'agit du Sang des Anges de Case Koja. Et c'est très dur pour moi, puisque... en fait, il m'a tellement pas plu, ce roman, que... J'en ai presque même oublié l'histoire, j'ai honte, hein, mais franchement, je vous jure. Euh, on va parler, dans ce récit, d'un d'un scientifique qui, plus ou moins, va se prendre d'amitié et d'affection pour un schizophrène qui peint des œuvres absolument hypnotisantes. Voilà, jusqu'ici, j'espère que vous avez saisi. J'ai peur de ne pas être très claire. Mais voilà, il va se prendre de passion pour cet homme, pour son art, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il crée. Et du coup, il va essayer de comprendre un petit peu les méandres de son esprit. Mais j'ai pas bien compris où on voulait en venir dans ce récit. J'ai pas bien compris et je vous avoue que j'ai été un peu déçue parce que c'est pas un roman d'horreur en fait. C'est pas un roman d'horreur. J'ai trouvé que la quatrième de couverture était mensongère. Je n'aime pas quand les quatrièmes de couverture sont mensongères. J'aime pas ça. Je croyais qu'on allait nous parler, je sais pas, d'un scientifique qui fait des expériences un petit peu malsaines sur voilà une personne, etc. Non, bah non, en fait, c'est pas ça du tout. On est plus dans un récit presque dramatique, en fait, hein, où on va nous parler de maladies mentales, de ces sujets-là, mais on n'est pas vraiment dans un récit horrifique, à mon sens. Et l'écriture est très particulière. L'écriture est très spéciale, on accroche ou on n'accroche pas. Pour l'instant, moi, je vous avoue qu'Ace Koja, je suis un peu mitigée, quoi, parce que je pensais que j'allais adorer, parce que j'ai beaucoup aimé Brèche vers l'enfer. Et puis là, le sang des anges, j'ai pas du tout accroché. J'ai trouvé ça très what the fuck. Je ne savais même pas où on voulait en venir à certains moments. Et l'écriture m'a pas. Je sais pas. J'ai eu un blocage avec l'écriture, ça ne m'a pas plu. Non, trop étrange. Et puis pas ce à quoi je m'attendais. Et je sais que c'est con, hein, mais quand ouvres un bouquin et que tu trouves pas ce à quoi tu t'attends dedans, soit c'est extraordinaire, parce que du coup tu trouves pas ce à quoi tu t'attends et tu trouves un truc encore mieux, soit c'est une catastrophe. Et là, c'était pas une catastrophe non plus, ça faisait bien, hein. Mais franchement, ouais, un petit peu déçu quand même. J'en ressens un peu mitigé. Pas une giga déception, c'est pas non plus le flop de l'année, quoi. Mais ouais, bof. Vraiment, ouais, bof, quoi. Ensuite, j'ai lu Deserter de Junji Ito. C'est un nouveau manga qui est sorti récemment chez Viz. Et c'est un manga qui en fait va regrouper les œuvres plus ou moins. euh, les vieilles œuvres de Junji Ito. Les premières œuvres, si vous voulez, de Junji Ito. Voilà. On est vraiment dans les débuts de la carrière de Junji Ito dans ce manga. Et donc, du coup, on va lire des short stories de son début de carrière. Et j'ai bien aimé ma lecture. Vous savez à quel point je suis une fan de Junji Ito. J'ai Tomie tatoué sur mon bras. Et je suis une énorme fan du travail de ce mangaka. Mais voilà, c'est pas pour ça que ça marche à tous les coups. Et Deserter, ça a pas forcément hyper marché pour moi, dans le sens où j'adore Junji Ito. Mais voilà, dans certaines de ses œuvres dans ce manga, on sent qu'il se cherche encore. Il y a des œuvres que j'ai trouvées extraordinaires. Extraordinaires. Notamment l'histoire de deux personnes qui vont se retrouver dans une sorte de secte très étrange, enfin, où il y a des rites qui se font. Enfin voilà, j'ai adoré cette histoire. Et il y a d'autres histoires, franchement, ça m'a moins accroché. Et je pense que peut-être, si je ne me trompe pas, j'ai peur de dire des conneries, mais je pense que peut-être à cette époque-là, il se cherchait également en termes de dessin. Et donc, évidemment, on retrouve à certains moments moins sa patte artistique, je trouve. Ce que j'ai trouvé un peu dommage. Mais néanmoins, ça a été quand même une bonne lecture. Là aussi, c'est pareil. Je suis vraiment tatillonne, mais après, je me dois de vous donner mon avis, mon avis sincère aussi, hein. Je me suis un petit peu tatillonne concernant Le Sang des Anges et concernant également Deserter, parce que c'était pas des catastrophes littéraires. On n'est pas dans des flops. Si vraiment ça avait été un flop horrible,
je vous l'aurais dit, comme je vous l'ai dit d'ailleurs dans mes pires lectures de cette année, enfin de l'année dernière du coup maintenant. Mais là non, c'était pas un flop littéraire non plus. Mais non, je me dois de dire, c'était pas mon meilleur Junji Ito. C'était pas mon meilleur Junji Ito. Mais je vous le conseille, si vous êtes fan comme moi du travail de ce mangaka, je vous le conseille quand même vivement quoi. Autre lecture que j'ai faite, et là ça a été une bonne surprise parce que je suis tombée dessus complètement par hasard, hein. Il s'agit de L'appel d'Amé de Guy Roger Duvert. Et là vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et bien en fait je suis tombée complètement par hasard, puisque comme vous le savez, étant donné que mes livres sont encore en carton, nombre de mes lectures actuellement se font sur liseuse. Voilà. J'ai quelques lectures aussi en matériel, que je vais vous montrer à la fin de cette vidéo, mais nombre de mes lectures se font sur liseuse. Et du coup je cherchais parce que j'aime beaucoup ça en ce moment, je cherchais un récit d'aventure, mais à la sauce un petit peu surnaturelle, à la sauce un petit peu étrange. Et je suis tombée complètement par hasard sur ce récit, sur ma Kindle, et je me suis dit, allez, je me lance, ça a l'air super, parce que pourquoi? Ici, on est dans un récit à la sauce Indiana Jones, mais genre Lovecraftienne. C'est-à-dire que on va suivre l'histoire d'une jeune archéologue. Cette jeune archéologue, elle perd, euh, elle perd un proche en fait qui avait en sa possession une tablette mystérieuse, une tablette qui avait des pouvoirs mystérieux, et elle va apprendre son décès et elle va recevoir la moitié de cette tablette. Et à partir de ce moment-là va se déclencher en fait une enquête absolument géniale autour de cette tablette, autour du mystère qu'il y a. Et ouais, voilà, tout ça dans une ambiance Lovecraftienne, dans une ambiance très étrange, très intéressante. Moi, j'ai adoré ce récit, c'est tout ce que j'aime, quoi. C'était super bien fait, riche en action. Alors, bon, si vous voulez un récit horrifique qui fait vraiment flipper, bon voilà, tournez-vous plutôt vers l'ogre, tournez-vous plutôt vers Terne, vers des récits que je vous ai cités précédemment dans cette update. Là, on n'est pas dans un récit qui se veut horrifique à souhait, bien qu'il y ait certaines scènes inquiétantes, parce qu'on est dans du fantastique. Mais c'est un récit que j'ai trouvé extraordinaire. Si vous aimez les récits d'aventure archéologique à la sauce Indiana Jones, mais fantastique, franchement, je vous conseille de vous tourner vers ce roman qui est juste génial. Je ne sais pas s'il y aura une suite, je pense que oui, mais je ne sais pas s'il y aura une suite ou pas. Parce que voilà, on verra. La fin laisse présager quelques questions. On verra. Mais en tout cas, c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. Voilà, un bon récit d'aventure. Autre lecture que j'ai adorée, je vais vous parler du Cauchemar d'Innsmouth, tome 1 de Gutanabe d'après H.P. Lovecraft. On reste toujours dans la sauce Lovecraftienne de façon assez hasardeuse. Ici, il s'agit, comme son nom l'indique, de l'adaptation du récit Le Cauchemar d'Innsmouth par Gutanabe. Je vous ai déjà parlé de ces adaptations en manga que je trouve absolument merveilleuses, que je trouve fantastiques, magnifiques, un plaisir pour les yeux. Et ici, effectivement, nous sommes dans l'adaptation de ce récit mystérieux où un homme va découvrir l'existence d'une ville dans laquelle personne ne veut se rendre. Voilà, personne ne veut se rendre dans cette ville. C'est comme si une malédiction planait sur celle-ci. Mais cet homme, il se dit, oh bah moi je suis curieux, j'ai envie d'en savoir plus. C'est comme ça que commence d'ailleurs la majorité des films d'horreur. Quelle coïncidence, je ne pense pas. Mais cet homme va vouloir en savoir plus. Et du coup, il va se rendre dans cette ville qu'est Innsmouth, ville portuaire, très étrange. Et il va en apprendre des vertes et des pas mûres en se rendant là-bas. Je ne vous en dirai pas plus, mais c'est extraordinaire, les dessins sont absolument magnifiques. Si vous ne connaissez pas Lovecraft, à mon sens, et que vous avez envie de le découvrir sans, entre guillemets, trop vous demander d'efforts, voilà, les mangas de Gutanabe sont vraiment une bonne porte d'entrée pour moi, quoi. Je les trouve super, je les trouve super, et ça ne fait pas exception à la règle. Je suis un peu dex, l'a dit, mais en même temps, c'est un tome que l'on m'a offert pour mon anniversaire. Et du coup, bah, j'ai pas pu m'empêcher de le lire. Je suis un peu deg parce que je vais devoir attendre la suite maintenant. Je crois que ça sort qu'en mars en plus. Donc je suis un peu deg, mais j'ai trop hâte de lire la suite. Vraiment, j'ai trop hâte. Ça va être super. Autre flop qui fera partie de cette update. Et là, je suis dégoûtée. Que ce soit un flop, je suis dégoûtée. J'ai le seum. Il s'agit de Cobaye Elliot de Madeleine Robitaille. Un tome de Cobaye. Et ce qui est terrible, c'est que Cobaye, je l'ai cité dans mes plus grosses, dans mes meilleures lectures, la saga Cobaye de l'année dernière. Et là, je vous cite un Cobaye en gros flop. Et bien, du coup, je suis deg. Pour ceux qui ne le savent pas encore, Cobaye, en fait, c'est une saga écrite à chaque fois par un auteur différent et se concentrant sur un personnage différent, qui en fait va suivre à chaque fois, à chaque tome,
un personnage qui va se faire injecter une substance pharmaceutique pour une grosse somme d'argent. En fait, il va accepter d'être un cobaye pour voilà, un laboratoire pharmaceutique pour une grosse somme d'argent. Et on va voir les effets de cette substance étrange sur leur corps. Des effets dévastateurs, vous vous en doutez. Et là, dans ce tome, j'avais grave envie de le lire parce qu'on s'attaque à un thème différent des autres tomes, c'est-à-dire que là, on va suivre un tueur en série psychopathe qui se fait injecter cette substance. Donc moi, je me suis dit, mais génial, j'avais trop hâte de voir ce que ça allait donner, j'avais envie, quoi. J'avais envie de me lancer. J'ai abandonné. Là, c'est chaud, par contre, parce que là, vraiment, j'ai abandonné. Euh, C'était trop, là. Là, c'était trop. C'était trop, je suis désolée. J'ai pas pu. J'ai pas pu. Et pourtant, Dieu sait que j'ai l'habitude de lire de l'horreur, franchement. Mais là, c'était trop violent, quoi. C'était trop violent. Putain, il y avait trop de violence dans ce récit. C'était beaucoup trop pour moi. Genre, on commence, dès les premières pages, on a une torture sur un chat qui est absolument ignoble. Mais quand je vous dis qu'elle est ignoble, je vous jure que c'est vrai. J'ai l'habitude de lire des récits d'horreur. Et ben là, j'ai sauté des pages et tout. Tellement ça durait longtemps, tellement c'était insupportable, tellement c'était insoutenable. Euh, non, je peux pas. Là, je peux pas. Là, c'est trop. C'est trop, en fait. C'est beaucoup trop. Mais sur le coup, je me suis dit, c'est peut-être pour percuter, c'est peut-être pour choquer. Et c'est peut-être pour qu'on se rende compte à quel point ce mec, c'est un taré. Donc du coup, j'ai continué ma lecture. Et ça continue. Et ça continue. Et c'est un enchaînement de trucs dégueulasses. Et c'est un enchaînement de trucs ignobles. Et ça continue. Et ça continue. Et je vous dis ça pendant... J'ai arrêté au quart à peu près du roman. Donc ça pendant le quart. On parle de ça pendant le quart. Et alors par contre, euh, à partir du moment où je suis tombée sur une phrase qui disait ouais, moi je préfère tuer des grosses parce qu'elles sont plus sensibles, etc. Oh là, je me suis dit c'est bon, stop. Là, j'arrête les frais, c'est bon, j'arrête les frais. Je peux plus quoi. Je peux plus. C'est pas possible. J'en ai trop supporté, je ne peux plus. Je suis désolée, mais je peux pas quoi. Ouais, je sais que c'est voulu. Je sais que ce personnage c'est un connard. C'est pas fait de façon, c'est pas fait de façon volontaire. On nous présente un personnage ignoble. Mais ouais, non, là, c'était trop insoutenable, hein. Moi, je peux pas, je peux pas. Et puis trop long aussi, beaucoup trop long. Dans les autres cobayes, on nous présente rapidement la personnalité du cobaye. Et après, s'ensuit très rapidement sur la prise de ce médicament, sur les effets, etc. Là, ça traîne assez en longueur, quoi. Et puis je me demandais où est-ce qu'on allait avec ça, quel était le but de nous montrer autant de scènes ignobles, quel était le but. Non, j'ai pas compris. J'ai pas compris et j'ai été complètement hermétique. Je suis deg, hein, parce que vous m'avez tous dit que apparemment la suite était exceptionnelle, hein. Mais non, là, c'était trop pour moi. Ouais, c'était trop pour moi. Et franchement, voilà, après, chacun sa sensibilité, là encore, hein. Moi, je pense que là, vraiment, moi les tortures sur animaux, c'est un truc... ouais, c'est dur, hein. Ouais, c'est dur, hein. Genre, si vraiment... ah non, si ça dure trop longtemps, c'est chaud pour moi, hein. Et là, je crois que j'ai atteint... j'ai atteint une certaine limite, finalement, ça m'aura permis d'en savoir un petit peu plus sur moi-même aussi, cette lecture. Mais voilà, j'ai atteint mes limites, quoi. Voilà, puis le propos sexiste, qui n'était pas non plus terrible, j'ai pas trop kiffé. Voilà, j'ai pas trop kiffé, je dois l'admettre, même si c'est un connard et que c'était fait pour, ça allait un petit peu trop loin à mon sens. Bref, parlons d'une autre lecture maintenant. J'ai lu Nickel Boys de Colson Whitehead, une lecture que j'ai adorée, que j'ai trouvée exceptionnelle ce coup-ci, un vrai coup de cœur, et là je pense l'un de mes premiers coups de cœur cette année. Il a reçu le prix Pulitzer et c'était mérité. Je ne sais pas vraiment la valeur de ces prix pour ainsi dire, mais je tiens à vous le dire quand même. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Dans ce récit, on va nous parler de l'histoire d'un jeune noir à l'époque de la ségrégation aux États-Unis, une époque bien dégueulasse aux États-Unis, une époque vraiment honteuse aux États-Unis, voilà. Et donc ce jeune noir, il est très intelligent. À mon bon souvenir, je crois qu'il s'appelle Elwood, si je ne dis pas de conneries, je vérifierai, hein. Mais je crois qu'il s'appelle Elwood. Et donc ce jeune noir, il est très intelligent, il est adorable, il est décrit, enfin... Colson Whitehead a une façon de le décrire qui fait que t'es obligé de l'aimer. Tu peux pas ne pas l'aimer, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est un être tellement bon, tellement parfait, tellement gentil. Tu ne peux pas ne pas aimer ce personnage, ce n'est pas possible. Et en gros, son rêve à ce personnage, c'est d'aller à la fac. Parce qu'il est instruit, parce qu'il aime étudier, parce qu'il aime le savoir. Voilà, il a envie d'aller à la fac, ce personnage. Et nous, on est là, ouais, va à la fac, tu le mérites, vas-y, fonce. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu, puisque
ben, ce jeune noir, il va subir une erreur judiciaire. Et de là, enfin une erreur judiciaire. À l'époque, voilà, hein, voilà, hein. L'arbitrage était quelque peu faussé, hein, il faut le dire à l'époque, puisque voilà, c'est une époque de merde. Mais donc du coup, il va subir une erreur judiciaire qui va le mener tout droit dans une sorte d'école pénitentiaire. Une école dans laquelle on fait la distinction entre les blancs et les noirs, et une école dans laquelle les noirs vont subir des violences absolument affreuses, des choses absolument terribles. Et, mais il n'y a pas, entre guillemets, que du négatif, puisque dans cette école, notre personnage principal va se lier d'amitié avec un autre personnage qui, à mon souvenir, s'appelle Turner, me semble-t-il. Et donc, il va se lier d'amitié avec lui, et on va, du coup, on va voir cette belle amitié suivre son cours, mais on va aussi voir des choses extrêmement choquantes, lire des choses très choquantes, des violences, des choses absolument injustes, absolument horribles, en fait. Et c'est inspiré d'une histoire vraie. Donc là encore, comme entre guillemets, bien sûr, dans le cas de La Nuit de Elie Wiesel, on est dans ce truc où c'est d'autant plus horrible quand on sait que c'est le genre de truc qui existait, quoi. Et mais c'était une lecture extraordinaire, une narration vraiment superbe, une fin magistrale. Et pour moi, on lit un film, hein. Quand on lit ce livre, on lit un film. Ça ferait un film absolument extraordinaire. Je ne sais pas si ça va être adapté en film, mais ça ferait un film extraordinaire. Autre lecture, il s'agit là d'un classique, et je vais vous présenter deux classiques à la suite pour ainsi dire. Je vais vous parler de la ballade de la Géole de Reading de Oscar Wilde. Pour ceux qui ne le savent pas, Oscar Wilde, voilà, moi j'ai envie de découvrir tous ses récits, c'est un auteur que j'ai beaucoup aimé dans Le Portrait de Dorian Gray, donc j'ai envie de continuer de le découvrir. Et dans la balade de la Géole de Reading, Oscar Wilde va nous raconter son quotidien en prison, puisque pour ceux qui ne le savent pas bien sûr, Oscar Wilde s'est fait emprisonner pour son homosexualité. À une époque, là aussi, voilà, une belle époque. Hein. Et donc du coup, il s'est fait enfermer pour son homosexualité. Et en fait, dans ce récit, c'est un récit très triste. On est vraiment dans un récit très triste. On est dans un long poème qui s'étire en longueur. Et c'est un long poème dans lequel Oscar Wilde va nous raconter son quotidien en prison et l'exécution d'un détenu qui avait commis un meurtre. Hein, voilà. C'est un texte extrêmement triste, extrêmement tragique. On sent qu'Oscar Wilde était dans une période de sa vie où vraiment il n'avait plus aucun espoir. Plus aucun espoir. Euh, voilà, au sein de cette prison, on ressent. Enfin, c'est pas un texte joyeux, hein, on ressent vraiment une once de désespoir dans ce texte. Et c'est d'une beauté absolument incroyable. L'écriture de ce texte est magnifique. Après, tout dépend si vous êtes sensible à la poésie ou pas. Moi, c'est le cas, j'aime beaucoup la poésie. Donc, si vous aimez ça aussi, je pense que c'est un texte qui peut vous plaire. Qui plus est, il est très court. Donc, ça ne demande pas grand investissement, mais c'est très beau. Et voilà, un très beau récit sur, bien sûr, des conditions pénitentiaires très difficiles. Autre classique que j'avais envie de découvrir, j'ai lu Manfred de Lord Byron. Lord Byron, c'est un auteur qui est cité énormément par les écrivains d'horreur et les écrivains de fantastique en général. Il est souvent cité comme un classique du fantastique, comme un pionnier, comme un pilier, si vous voulez, du fantastique. Et moi, clairement, il m'en fallait pas plus pour me donner envie de découvrir, bien entendu, son œuvre. Euh, Ça me fait toujours rire, puisque quand on parle de Lord Byron, on parle un peu euh, d'un gothique, voilà, d'un dark attitude, d'un emo un petit peu de l'époque. Voilà, Lord Byron, c'était quelqu'un de très dark et qui écrivait beaucoup de poésie. Mais là, c'est pas de la poésie dont je vais vous parler. Je vais vous parler de Manfred. Manfred, c'est une pièce de théâtre écrite par Lord Byron. Une pièce de théâtre d'un tragique, mais d'un tragique. On va nous parler de l'histoire d'un homme, Manfred bien entendu, qui perd sa femme. Mais pas pour rien, hein. Il perd sa femme parce qu'il a tué. Hein. Voilà, il a buté sa femme. Voilà. Et pris d'un regret, d'un désespoir, d'une culpabilité absolue, il va demander au dieu des éléments de lui donner l'amnésie. Parce que voilà, il veut oublier ce qu'il a fait, il veut arrêter de se morfondre, arrêter de subir la culpabilité de ses actes. Et cet homme-là voilà, va se voir refuser sa requête. Il va errer, voilà, il va errer plus ou moins. Je ne vous en dirai pas plus, mais on est dans un récit que moi j'ai beaucoup aimé. Alors, seul bémol, cela dit, j'ai beaucoup aimé, mais on n'est pas non plus sur un coup de cœur parce que moi, ouais, j'ai trop envie de lire Faust de Goethe par exemple. Mais je suis assez, je dois le dire, hermétique à la forme théâtrale dans les écrits. J'ai beaucoup de mal avec la forme théâtrale.
je me perds, je ne comprends pas toujours tout. Et du coup, c'est pas vraiment évident pour moi de lire du théâtre. Mais mon objectif cette année, c'est vraiment de lire Faust de Goethe. Il faut que je lise Faust de Goethe. Il faut absolument. J'ai lu La Divine Comédie de Dante, que j'ai adoré. J'ai lu Manfred. Il faut que je lise Faust de Goethe, même si, je dois l'admettre, la forme théâtrale ici, pas évident. Donc on est sur un bon récit, mais voilà, une forme théâtrale qui ne me conquit pas toujours, voilà, forcément. Et en plus, j'ai eu un peu de mal dans ce récit parce qu'on est dans quelque chose de très théâtral, de très tragique, de très, très, très tragique. Un peu à l'excès des fois. Euh, donc voilà, voilà, mitigé, sympa, je trouve le concept vraiment génial et l'histoire est absolument incroyable. Voilà, mais on va dire plus dans la forme que plus la forme que le fond ne m'a pas conquise en soi, hein, parce que voilà, c'est très personnel, mais ça reste un chef-d'œuvre. Autre récit que j'ai à vous présenter, et là ça a été un coup de cœur, j'ai beaucoup aimé ce récit. Il s'agit de Cendrillon de Sylvain Johnson, qui fait partie de la collection des contes interdits. Les contes interdits, ce sont des contes réécrits à la sauce horrifique. Génial ce récit, génial. On va nous raconter l'histoire de Sandrine. Sandrine, elle vit avec sa marâtre, comme dans le conte original. Elle a des sœurs de vraie pourriture, comme dans le conte original. Et Sandrine, un beau jour, elle va péter un plomb. Et elle va se dire, oh, c'est bon, j'en ai plein le cul, je vais me venger. Sauf que Sandrine, elle va finir en prison. Eh oui, parce que bah, tu subis les conséquences de tes actes. Donc elle va finir en prison. Et on va suivre un personnage absolument what the fuck. En fait, Sandrine, elle va finir en prison, mais elle va quand même garder ce désir de vengeance en elle. Et c'est incroyable parce qu'on est face à un personnage, mais what? Genre Sandrine, c'est quoi? C'est Xena la guerrière, la meuf. Genre elle est capable de se battre contre n'importe qui. Elle te défonce n'importe qui à coups de pied. Elle est trop forte, Sandrine. Mais en même temps, c'est un personnage très inquiétant aussi à la fois. Et l'histoire est extrêmement bien construite, extrêmement géniale. Là aussi, une histoire qui pourrait faire un film, à mon sens, même si, oula, ce serait un film interdit au moins de 18 ans et plus encore, hein, parce qu'on a des scènes qui sont absolument ignobles des fois. Et j'ai beaucoup aimé la façon qu'a Sylvain Johnson de toujours rester rattaché au récit de base. Vraiment, c'était très intéressant. Parce que quand on connaît l'histoire de base de Cendrillon, on voit toutes les références et c'est magistral. C'est magistral, c'est super bien fait. Et vraiment, c'était génial. C'est un conte interdit que je vous conseille. Moi, c'est l'un de mes meilleurs contes interdits pour l'instant. Je vais continuer ma découverte parce que moi, bah, ça m'intrigue en fait, hein. C'est pas toujours des réussites, les contes interdits me concernant, mais je vais continuer ma découverte parce que là, bah, ça m'intrigue. J'ai envie de savoir la suite. Une autre œuvre absolument magistrale et géniale que j'ai lu l'intégralité des tomes, enfin, entre guillemets, vous allez voir, de PTSD Radio de Masaki Nakayama. Dans PTSD Radio, on va suivre le sort d'un village qui subit une sorte de malédiction. Une sorte de malédiction liée à une sorte de statuette dieu, qui a d'ailleurs une forme extrêmement phallique, hein. Je préviens pour ceux qui vont lire le manga, c'est très étrange. Mais voilà, on va voir c'est une malédiction un petit peu étrange sur ce village. Avec ce dieu, on va s'apercevoir qu'il y a dans l'eau une histoire de culte, de possession, des choses très étranges qui se passent. Et ce manga est juste incroyable. Et je suis dégoûtée. Pourquoi je suis dégoûtée? Parce que je pensais qu'il n'y avait que 6 tomes. Que nenni. C'était pas fini. En fait, j'ai lu 6 tomes, mais c'est pas terminé. J'ai pas encore la suite. Donc je ne sais pas quand va sortir le tome 7, mais j'ai vraiment très très hâte. Quel dommage, cela dit, à mon sens, que ce manga n'existe qu'en e-book et en anglais. Pour moi, c'est extrêmement dommage parce que vraiment, on est face à un chef-d'œuvre qui, à mon sens, sur papier serait mais magnifique, quoi. Parce que les dessins de ce manga, je vais essayer de vous en caler un petit peu à côté de moi, sont juste mais incroyables, quoi. Il n'y a pas de mots pour définir l'originalité et l'étrangeté de ces dessins. Ce manga aussi est intéressant puisqu'on est comme nous lecteurs, on est face à un jeu de pistes. C'est-à-dire que plus on a des petits épisodes comme ça qui se regroupent entre eux. C'est comme ça que c'est situé en short stories un petit peu qui se regroupent entre eux. Et en fait, au fur et à mesure de ces short stories, on comprend ce qui se passe. On comprend plus de choses. Parce qu'au début, on se dit mais je comprends pas où on veut en venir. Qu'est-ce qui se passe dans ce village? Qu'est-ce que quoi? Et plus on avance dans les tomes, et plus on se rend compte de ce qui se passe, et on se dit, wow, c'est vraiment bizarre. Et les éléments se regroupent entre eux, et
Non, c'est vraiment un manga unique que moi j'ai beaucoup aimé, sur voilà, une histoire de divinité, de choses toutes plus étranges les unes que les autres, et c'était vraiment génial. Dernière lecture de ce giga update, et Dieu sait que ça va être long, mais je suis vraiment navrée malheureusement. Je n'ai pas pu vous présenter mes lectures depuis un bon bout de temps. Il s'agit de Creepy Volume 2. Voilà, je l'ai lu et ça a été une très très bonne lecture. Très très bonne lecture. Ici, nous allons suivre des comics des années 60 et des vieux comics du coup des années 60 qui donc du coup vont nous raconter plusieurs histoires. Comme c'est le cas dans les Tales from the Crypt, un hôte vous introduit une histoire flippante et ensuite vous lisez en BD une histoire absolument terrifiante. J'ai beaucoup aimé cette intégrale. Je vais tous me les procurer de toute façon puisque pour moi c'est des incontournables à avoir dans la bibliothèque. Clairement c'est vraiment des classiques de la BD horrifique qui sont des petites pépites. Seul bémol, je tiens à le préciser, on est dans les années 60, hein, alors, dans certaines histoires, ne vous attendez pas à une image de la femme qui soit grandiloquente, hein, voilà, on retrouve bien plus d'héros masculins dans ces anciens comics que d'héroïnes féminines. Et voilà, forcément, voilà. C'est pas forcément le cas. Enfin, en tout cas, c'est pas forcément le cas dans tous les tomes de Creepy. Mais dans le volume 2, j'ai trouvé que c'était plus le cas quand même. Il y avait moins d'héroïnes féminines, il y avait moins de présence féminine. Mais bon, et il faut remettre ça aussi dans le contexte de son époque, et là clairement, voilà. Bon. Mais c'était quand même une excellente lecture, moi j'ai beaucoup aimé, sachant qu'en plus, dans les creepy, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on va retrouver des adaptations d'œuvres fantastiques extrêmement connues. Là, on retrouve le Squat de Bram Stoker, adapté en BD. C'est très intéressant. Dans le premier volume, il me semblait même qu'il y avait une œuvre de Lovecraft adaptée en BD. Enfin, c'est vraiment génial. Donc je ne peux que vous conseiller cette intégrale si vous ne connaissez pas, parce que vraiment ça vaut le coup. Pour terminer cet update, ça y est, j'ai enfin fini de vous présenter toutes les lectures que j'ai faites dernièrement. Mon Dieu! Et encore, j'espère que ça va être assez clair, que j'ai pas été... Enfin bref, on verra bien. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me donner votre avis également. C'est très intéressant de voir des avis différents et c'est intéressant aussi de voir ce que vous en avez pensé si vous avez un avis similaire au mien. Je vais vous montrer mes lectures du moment de ce pas. Alors, je n'ai pas encore décidé ce que j'allais lire, mais c'est assez compliqué. J'hésite à lire Crime et Châtiment de Dostoïevski sur ma liseuse. Donc là, je m'attaque à un classique, comme vous le voyez, The classique, hein, voilà. Ou alors, je ne sais pas si je lis une aventure un petit peu étrange. J'ai Sherlock Holmes et le démon de Noël qui m'attend, et vous savez à quel point j'aime cette saga. Soit, sinon, j'ai découvert aussi les aventures de John Silence de Algernon Blackwood. C'est pareil, c'est un Sherlock Holmes en mode surnaturel un petit peu, sauf qu'il s'appelle John Silence, bref. Et je suis en train, là par contre, de lire assurément le tome 2 de The Hunt of Fear, qui est aussi un comics d'horreur des années 50 ce coup-ci, si je ne me trompe pas. Oui, voilà, des années 50. Que voilà, j'ai hâte de continuer ma découverte des The Hunt of Fear, puisque j'aime énormément ça. Voilà pour mes lectures du moment, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine vidéo sera une FAQ. Je vous remercie énormément pour toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram, parce que vraiment, c'était super. Donc la prochaine vidéo sera une FAQ où je répondrai à vos questions. Celle d'après, ça sera évidemment le bilan du challenge de la crypte, qui ne sera pas grandiloquent, vous le verrez, c'est très drôle. C'est moi qui ai organisé le challenge et j'ai eu une performance absolument nulle. Voilà. Et pour ceux qui se posent la question également, le challenge de la crypte sera renouvelé l'année prochaine. Voilà, c'est dit, c'est fait. Je vous prépare des petites surprises pour l'année prochaine. Et donc, voilà pour le programme des prochains jours, des prochaines semaines. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous.